Alors ici à Saint-Germer-de-Fly, on est sur un site absolument incontournable du Pays de Bray. On peut parler d'une véritable merveille, de la perle du Pays de Bray, tant du point de vue esthétique, artistique, que de son importance historique. Bonjour, bienvenue à Saint-Germer-de-Fly. Je suis Anthony Petit, je suis professeur d'histoire-géographie et président de la Société d'histoire du Pays de Bray. Alors c'est une association de valorisation du patrimoine, c'est-à-dire que tout ce que les générations passées nous ont légué et tout ce que nous aurons à transmettre aux générations futures nous intéresse comme élément remarquable, comme élément d'identité de notre région. Et nous avons à cœur avec l'association de l'étudier, de diffuser de la connaissance à ce propos par de la publication, des conférences, des sorties, des visites, etc. Et puis éventuellement de le préserver, de le faire connaître toujours plus. Et évidemment ici on est sur un des plus beaux sites du Pays de Bray, une véritable merveille pour le Pays de Bray qui est l'abbaye de Saint-Germer-de-Fly. Alors l'église qui s'élève aujourd'hui dans le bourg de Saint-Germer-de-Fly est une église du XIIe siècle. C'est pas la première qui a existé à Saint-Germer, hein. Il y en a eu une première qui avait été restaurée au XIe siècle par l'évêque de Beauvais. Et en réalité, l'histoire de Saint-Germer-de-Fly est beaucoup plus ancienne, puisque le fondateur Germer a fondé son premier monastère au 7e siècle, ce qui remonte, c'est très ancien. Et donc on est là sur la 3e ou 4e église du site. Alors celle du XIIe siècle, celle qui est ici, est un remarquable exemple de la toute première génération gothique, encore complètement empreinte d'une esthétique romane et normande d'ailleurs, très inspirée de la Normandie, mais avec quand même ces expériences architecturales tout à fait intéressantes. L'église, ce n'est pas le tout, un monastère comme celui-là, c'est bien plus que cela. Vous avez l'église dite abbatiale qui est là, et au nord s'étendaient les bâtiments conventuels, qui s'organise autour d'un cloître, c'est-à-dire d'un carré, d'une cour symbolisant le paradis, au centre duquel se trouve un bassin, et puis des bâtiments qui ont une importance pour l'économie. On va trouver des réserves, des celliers, des salles pour accueillir d'éventuels invités, ça peut arriver, un grand réfectoire, des dortoirs, une salle du chapitre où la communauté organise son travail et ses prières, et puis une sacristie bien sûr pour organiser les offices, et bien d'autres choses. Donc c'est toute une vie qui s'organise dans cette partie conventuelle, à l'intérieur de ce cloître, dans lequel ne doivent d'ailleurs normalement pénétrer personne d'autre que les moines, ou en tout cas des religieux. Alors, la vie des moines s'organise entre prière et travail. Bien sûr, l'église, c'est le lieu de la prière, de l'office divin. Le cloître, c'est le lieu de la méditation et puis de toutes les activités qui rythment la vie de ces moines bénédictins qui ont vécu là depuis le 7e siècle. Alors nous sommes ici dans l'abbatiale du XIIe siècle. Nous sommes dans un édifice assez extraordinaire puisque pour la première fois, en tout cas une des toutes premières fois, ce sont de nouveaux modes de construction qui sont mis en œuvre. Alors tous les éléments avaient déjà été testés, l'arc brisé ou en tiers-point, la voûte d'ogive, les arcs-boutants, tout cela avait déjà été expérimenté auparavant, mais c'est ici une des premières fois où on les met en œuvre ensemble, où on essaie de trouver ce qui est typique de l'art gothique, c'est-à-dire une verticalité, une recherche de hauteur, afin de faire rentrer plus de lumière. Et ici, comme vous le voyez, très peu de parois, une succession de piles et une voûte qui culmine à près de 20 mètres de hauteur, ce qui est tout à fait considérable. Donc c'est vraiment extraordinaire de ce point de vue, cette recherche de hauteur et de verticalité qui est le propre de l'architecture gothique. Alors dans son ornementation, elle est encore très inspirée par ce qui se fait en Normandie à l'époque romane ou même dans le Beauvaisis, mais elle s'élève sur 4 niveaux, ce qui est là tout à fait nouveau. Alors le parti initial du XIIe siècle est relativement bien conservé, on peut vraiment se faire une très bonne idée de ce qu'était l'abbatiale au XIIe siècle. Il y a finalement très peu de choses qui ont changé, même si les voûtes ont été restaurées, ont été refaites un peu plus tard.
Alors cette église a connu des destructions également, en particulier à la fin du Moyen-Âge, durant la guerre de Cent Ans. Une garnison venue de Gournay a détruit en particulier les 2 tours de façade qui s'élevaient initialement sur la façade occidentale et qui est d'ailleurs tout à fait typique de l'art normand, dont s'inspire en grande partie cette abbatiale. Alors ça a eu des conséquences pour le reste de l'édifice, en particulier pour la nef dans laquelle nous nous trouvons, puisque les voûtes de la nef se sont effondrées, en tout cas les 6 premières travées se sont effondrées, et ce sont de fausses voûtes en bois qui ont été refaites bien plus tard, au début du XVIIIe siècle. Les moines de la congrégation de Saint-Maur, qui a pris possession de l'abbaye à partir de 1644 et qui ont alors entamé à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle toute une série de travaux qui concernent à la fois le cloître, les bâtiments économiques dans la cour, etc. Et puis un certain nombre de choses dans l'abbatiale, en particulier ses voûtes, et puis des choses plus décoratives. L'église a été entièrement blanchie, c'est à cette époque-là que ça arrive, à la fin du XVIIe siècle. C'est aussi à cette époque-là qu'on a installé un nouveau mobilier, en particulier les stalles qu'on trouve dans le chœur liturgique de l'abbatiale, la ferronnerie qui permet de fermer et de distinguer le chœur des moines de la nef, et un certain nombre de choses de ce type-là. Alors nous sommes ici dans un lieu extrêmement important de l'abbatiale de Saint-Germer-de-Fly, c'est le chœur. C'est le lieu de la prière des moines. Les moines de Saint-Germer sont des lettrés, pour un certain nombre d'entre eux sont même des érudits. Ils copient des textes, certains en écrivent même, ils ont écrit des ouvrages, et ça fait partie intégrante de leur existence ici au sein du monastère. L'abbaye possède une bibliothèque, elle possède également un scriptorium dans lequel on va recopier un certain nombre de textes qui sont extrêmement importants aussi dans cette vie monacale. Alors, les moines de Saint-Germer, d'ailleurs, ne sont pas isolés dans ce domaine, ils appartiennent à un grand réseau d'intellectuels, en particulier en lien avec les grandes abbayes normandes, comme l'abbaye du Bec, et les échanges sont extrêmement nombreux. Les moines qui sont censés être cloîtrés au sein de leur monastère, en réalité, ont souvent l'occasion de sortir afin d'échanger, d'apprendre, de se former ou d'enseigner eux-mêmes dans le cadre d'un grand réseau intellectuel médiéval. Alors nous voici dans la chapelle de la Vierge, qu'on appelle souvent, assez improprement d'ailleurs, la Sainte-Chapelle, qui est l'autre joyau de l'abbaye de Saint-Germer-de-Fly. Autant l'abbatiale du XIIe siècle était extrêmement intéressante dans ce qu'elle a parfois d'archaïque, d'inspiration romane et normande, même si elle est de la première génération gothique, autant cette chapelle est la plus pure expression du gothique rayonnant. Elle a été construite à partir de 1259 sur les ordres de l'abbé Pierre de Vessancourt et elle est, là encore une fois, l'expression la plus pure des grandes caractéristiques du gothique. Le gothique, c'est la volonté d'élévation, la volonté de verticalité, c'est vouloir faire entrer de la lumière dans l'édifice. Et ici, nous avons un système de grandes verrières, presque plus de parois, du verre à profusion, des colonnes qui s'élèvent, et donc une réalisation extrêmement impressionnante de cette époque du XIIIe siècle et du gothique rayonnant.